Mon mari m'a interdit d'aller chez ses parents. J'y suis entrée en cachette et j'ai été brisée. Quand je dis interdit, je ne parle pas d'une simple suggestion, d'un avis qu'on l'ignore. Je parle d'un mur invisible construit en paroles douces, de silences organisés, de refus répétés qui, petit à petit, m'ont appris à reculer. Pendant 8 ans, il a suffi d'un mot, d'un regard, pour que je cesse de poser une question. C'était toujours la même réponse. La maison est en réforme, Passanthy est trop fragile, Rosa préfère le calme. Et puis, un soir d'automne, tout a basculé en une phrase sèche prononcée par un homme portant une veste sombre et des dossiers sous le bras. Doña Rosa est décédée depuis 1 mois. Le testament désigne M. Marcos comme héritier. Si cette histoire vous touche, si vous aimez les récits où la vérité finit par jaillir, likez et abonnez-vous. Restez avec moi. Je raconte ça comme on raconte une blessure qu'on continue d'examiner. Au début, rien ne semblait extraordinaire. Marcos était charmant dans les petites heures du matin. Il me préparait le café, il écrivait des messages tendres, il savait rire de mes maladresses. Notre maison était pleine de petites routines. Mais il y avait une porte derrière laquelle je n'étais jamais passée, la porte qui menait à Villa Esperanza, la maison de sa mère. Chaque proposition de ma part rencontrait une tarière posée avec une douceur qui n'admettait pas de réplique. Les indices étaient minuscules, une paire de chaussures boueuses sous le placard que je n'avais jamais vu porter chez nous, un reçu froissé glissant derrière une pile de factures qu'il jetait à la hâte, des appels manqués à une heure étrange, travail, disait-il, et puis le téléphone qui restait hors de portée pendant des heures. Ces petites fissures dans la façade s'additionnaient, comme de petites gouttes qui rongent la pierre. Je m'en souviens comme d'un film au ralenti, les avions qui passaient, ses mains qui cherchaient les miennes et qui finalement restaient dans ses poches, les conversations qui dérivaient, il éludait mes questions, les rendez-vous avec sa mère invoqués et annulés, toujours pour des réformes, toujours. Puis vint la visite de l'avocat. Il a sonné à la porte, il avait l'air fatigué, et sa voix n'avait rien de théâtral, simplement une vérité administrative. Il a posé un dossier sur notre table comme s'il déposait une plaque. « Madame, je dois vous informer, Doña Rosa est décédée. Le testament, les dernières volontés, tout cela confère la maison à votre mari. » Il parlait de papier, d'héritage, de signature, et chacun de ces mots était un coup froid dans ma poitrine. Marcos restait un peu en arrière, les doigts serrés sur la manche de sa veste, un sourire court sur les lèvres. Il n'a pas pris ma main, il ne m'a pas regardé quand l'avocat a dit héritier. Je me rappelle comment j'ai essayé de formuler la question la plus banale. « Tu veux que j'aille la voir ?» Il a haussé l'épaule. « Non, chérie, la maison est en réforme, ce n'est pas le moment. » Même en face d'un dossier officiel, il a réussi à me tenir à distance, à faire de moi l'étranger dans ma propre vie. La révélation officielle a fait vaciller quelque chose en moi. Ce n'était plus seulement la répétition des excuses, c'était l'officialisation d'un secret. J'ai senti la nécessité de savoir, non pas par curiosité, mais pour répondre au silence que je sentais grandir. Je ne pouvais plus accepter d'être simplement tenue à l'écart. Les semaines qui ont suivi ont été un exercice d'attention. J'ai appris à lire les menus d'une vie partagée, à repérer ce qui n'était pas à sa place. Les chaussettes alignées de travers sur la chaise du salon. Une boîte de médicaments dans la poubelle vie bureau que je n'avais jamais vue auparavant. Ce genre de détails que l'on pardonne d'abord et qui, accumulés, deviennent une preuve par eux-mêmes. Je tenais tout cela dans ma tête comme on assemble un puzzle sans l'image finale. Je n'ai pas cherché à créer une scène, je n'ai rien tenté de dramatique. Mais il y a des jours où la logique réclame une action simple. Chercher une clé, ouvrir un tiroir. C'est ainsi que j'ai trouvé la clé. Elle était collée au fond d'une poche de sa veste, comme si elle m'avait résisté jusque-là. Quand mes doigts ont touché le métal froid, j'ai eu un éblouissement, une combinaison possible entre peur et certitude. Cette clé n'était pas nécessairement la preuve, mais elle était une possibilité tangible, et la possibilité suffit parfois à déclencher le courage. Je vous dirai comment je suis réveillée certains matins avec les mains moites, le cœur battant comme si j'allais commettre une folie. Mais ce matin-là, la folie dont je parle n'était que la décision lucide de ne plus être exclue. Je lui ai demandé, calmement, où il allait. Il a répondu, pour affaire, un mot si banal. Il est parti sans me serrer la main. Quand la porte a claqué, quelque chose en moi a choisi. Je n'ai pas appelé la police, je n'ai pas brandi la clé sur la table en l'accusant. J'ai pris mon sac, de l'argent et la clé. J'ai pris le bus vers Villa Esperanza, un trajet que je connaissais de loin à travers les récits de vacances et les photos que je n'avais pas vues. Le voyage m'a paru long. Le paysage changeait peu à peu, plus de verdure, des maisons qui semblaient plus anciennes, des rues où les gens se connaissaient par leur prénom.
Au fond de mon sac, la clé pesait comme une promesse illégitime. L'arrivée au village a été une expérience sensorielle troublante. L'air sentait la terre humide et les fleurs des jardins. Les voisins sur le pas de leur porte saluaient, étonnés peut-être de me voir. Je me suis présentée comme l'épouse de Marcos. Certains ont eu cet air de connivence, d'autres un petit battement d'yeux, comme s'il hésitait à mêler la vraie histoire à la mienne. Doña Teresa, la voisine dont j'avais entendu parler par bribes, a été la première à s'approcher sans poser trop de questions. Elle m'a regardée avec une douceur étrange, comme si elle attendait que je parle d'abord. La façade de Villa Esperanza m'a surprise. Marcos m'avait toujours décrit une remise en état interminable, des peintures à refaire, des fenêtres qui laissaient passer le froid. Quand je suis arrivée, la maison était impeccable. Les volets étaient peints, le jardin soigneusement entretenu, une balançoire usée mais entretenue pendait d'un côté de la véranda. Ce contraste entre ce que j'avais imaginé et la réalité a été le premier coup. L'impeccabilité, ici, sonnait moins comme beauté que comme mensonge organisé. Des photos étaient accrochées au mur du salon. Elles montraient un foyer que je ne connaissais pas. Marcos souriant, mais entouré d'une femme plus jeune et d'un garçon. Le garçon avait les yeux curieux, le même éclat qui m'avait séduite chez Marcos à notre première rencontre. J'ai senti la pièce tourner. Les images fonctionnent comme des témoins muets. Elles racontent une histoire sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Le cœur battant, j'ai poussé plus loin. J'ai fait comme s'il s'agissait d'une visite de politesse, un geste social. J'ai salué 2 personnes qui se trouvaient dans la cuisine, cortège de gestes, sourire mesuré. La femme, Vera, a répondu avec une politesse mesurée. Elle semblait surprise, puis distante. L'enfant, Bruno, s'est approché en silence, les mains pleines d'un jouet. Je l'ai regardé sans mot dire. Il était mineur, vulnérable dans sa présence, et rien en moi ne voulait en faire un objet d'exhibition. Je savais qu'il était au cœur de cette dynamique, mais je ne voulais pas qu'il devienne une image à utiliser. La recherche était discrète. Je savais que je devais trouver des preuves tangibles, quelque chose qui ne dépendrait pas d'un ressenti. Je suis montée à l'étage, prétextant un besoin d'air, d'un regard sur le paysage. Les pièces étaient ordonnées, comme si on préparait la maison pour une visite. Les odeurs, lessive fraîche, un soupçon de citron, empêchaient l'imagination de se figer sur l'horreur. C'était trop propre pour être vrai, trop poli pour être honnête. La chambre de Doña Rosa était fermée, une porte simple, une serrure qui avait l'air moins utilisée. Quand j'ai posé la main sur la poignée, j'ai senti la chaleur de mes propres paumes. J'ai essayé la clé, elle a tourné. Il y a des instants qui désassemblent le monde, qui effacent les certitudes les plus simples. J'ai poussé la porte. La chambre était petite, mais il régnait une atmosphère de présence. Des vêtements pliés, un fauteuil près de la fenêtre, une petite table avec une lampe. Sur la table, quelque chose a attiré mon regard. Un petit carnet, à la couverture usée, posé ouvert sur une page. Je n'ai pas eu envie d'y toucher. C'était comme si je pénétrais l'intimité d'un autre qui ne m'avait jamais autorisé. Mais la curiosité fut plus forte. Mes doigts ont effleuré la couverture, j'ai senti le grain du papier. J'ai lu. Les mots n'étaient pas des accusations furieuses, ils étaient des lignes courtes, tremblées, des phrases qui décrivaient un quotidien étouffé. J'ai lu qu'elle se sentait poussée à céder, qu'on remplaçait ses médicaments sans qu'elle le sache, que sa parole devenait moins écoutée. J'ai lu qu'elle écrivait des dates à moitié effacées, des heures où elle se demandait si elle avait mangé. Et puis, ailleurs dans le carnet, des mentions d'un autre foyer qui prenait place. Ces notes n'étaient pas des cris, elles étaient des constats murmurés. En lisant, j'ai eu la sensation que mes paupières devenaient lourdes, comme si la pièce faisait peser son histoire sur moi. Le carnet était une voix qui avait été réduite au silence, et pour la première fois je l'entendais distinctement. C'était suffisant. Suffisant pour comprendre que derrière les réformes et les départs pour affaires, il existait une décision, une volonté de substitution, une vie que l'on retirait à une femme pour en créer une autre. Je me souviens d'un passage court où elle écrivait qu'elle se sentait moins pertinente dans sa propre maison. C'était simple, presque banal, et pourtant cela contenait une violence. La banalité de la dépossession est ce qu'il y a de plus cruel, parce qu'elle ne laisse aucune trace spectaculaire, juste une accumulation d'outrages administratifs et affectifs. Je me suis rappelé tous les petits refus que j'avais acceptés, une visite annulée, un appel qui n'aboutissait pas, un bruit étouffé dans la nuit. Les pages suivantes montraient des listes, des rendez-vous, des dates effacées, quelques lettres de pharmacie. Je ne prétendrai pas qu'elles étaient des preuves irréfutables d'un complot ourdi. Je n'ai pas inventé ces lignes, elles existaient, et c'était à elles que je devais me fier. La nature des annotations me confirmait des soupçons, les médicaments évoqués, la régularité étrange des visites de personnel soignant à des heures impaires, des numéros de téléphone notés et barrés.
Ma respiration est devenue courte. Je me suis assise sur le bord du lit, le carnet encore chaud sous mes doigts. Les murs semblaient se rapprocher. Je n'étais pas seulement en train de lire, je découvrais un espace de vie qui avait été remplacé, un dessin d'effacement. Je n'étais pas préparée à la violence de ce sentiment. La trahison prend des formes si diverses qu'on croit toujours l'avoir reconnue. Mais la trahison administrative, douce, calculée, qui use de sous-entendus pour faire disparaître une personne, a quelque chose de viscéral. Elle ne laisse pas de cicatrices visibles, seulement une sensation d'érosion de l'âme. Je me souviens d'avoir pensé à Marcos, à la façon dont il avait gardé ses distances quand l'avocat avait prononcé le mot « héritier ». J'ai repensé à sa capacité à minimiser, à rendre ma présence superflue. Et pendant un instant, j'ai eu envie de crier, de tout mettre au grand jour. Mais dans cette maison impeccable, il y avait des enfants, des voisins, des habitudes qui faisaient écran. J'ai fermé le carnet et je l'ai remis à sa place, comme si une partie de moi refusait encore d'admettre la réalité complète. Je suis descendue lentement. La cuisine était pleine de bruit, l'eau qui bouillonnait, un rire d'enfant que j'entendais de loin. Vera m'a regardée avec une incompréhension soigneuse, comme si elle cherchait les raisons d'un malaise qu'elle ne formulait pas. Je savais que je devais agir avec prudence. Mon but n'était pas de tout détruire en cet instant. Mon but était de rapporter quelque chose de concret, une preuve, un témoignage, un objet que je pourrais confier à un avocat. Dans ma poche, la clé pesait encore. J'ai pensé à la conversation que j'aurais avec le licenciado Ramirez, à la manière dont il poserait les mots juridiques sur cette maison. Mais je n'étais pas encore à ce chapitre. Je n'avais pas encore fait appel à la police. J'étais une femme, arrivée au milieu d'un quotidien qui n'était plus le mien. Je sentais la fragilité de mes gestes, l'audace contenue de chaque mouvement. Et puis, il y a eu une minute, une seule, où Bruno est passé près de moi, tenant un petit carnet qui n'était pas celui de sa grand-mère, mais une brochure d'école aux coins écornés. Il m'a regardée, honnête, sans jugement, et m'a dit « Tu restes pour le goûter ?» Sa voix d'enfant a frappé une cloche en moi. La justice n'est pas seulement une affaire d'adultes, elle concerne ceux qui ne choisiront jamais les circonstances de leur enfance. Je me suis retirée dans le jardin, sous une lumière qui semblait trop douce pour le chaos que j'avais découvert. J'ai senti mes épaules s'affaisser. Ce n'était pas seulement la peine de la trahison, c'était la conscience qu'il faudrait maintenant rassembler des preuves, convaincre d'autres gens, faire des choses froides et administratives pour réparer ce qui avait été subtilement volé. Je ne suis pas du genre à me laisser briser sans me battre, mais ce soir-là, la fatigue de la vérité m'a rendue vulnérable. J'ai repensé à la première fois où il m'avait dit « ne t'en mêle pas ». À ce moment précis, je me suis rendu compte que cette phrase n'était pas seulement une consigne, c'était une stratégie. M'interdire de me rendre chez sa mère, c'était m'effacer, m'empêcher de constater. Cacher la vérité derrière la politesse et les travaux, c'était commettre un effacement sans dénonciation. Je l'ai senti comme une agression lente. Je me suis assise sur le banc du jardin, le carnet imagé dans ma tête. J'ai laissé mes mains se reposer. Et puis, il y avait une autre pensée, claire et froide. Il fallait un témoin légal, il fallait un avocat, des copies, des dates, des témoignages. Il fallait surtout que quelqu'un entende la voix de Doña Rosa. Son carnet n'était plus seulement une page intime, c'était une preuve. Le faire reconnaître comme tel serait long, laborieux et nécessaire. Je n'avais pas encore appelé le licenciado Ramirez. Je n'avais pas encore raconté à quelqu'un tout ce que je venais de lire. Tout ce que j'avais, c'était une clé, un carnet ouvert et la sensation d'un monde qui venait de se fissurer. J'ai respiré profondément, comme pour rassembler les morceaux de mes pensées. C'est à cet instant que j'ai senti la brisure. Ce n'était pas un éclat spectaculaire, mais un affaissement de l'intérieur. Les mots « j'ai été brisé » prennent tout leur sens dans la solitude qui suit une découverte. On perd la naïveté, on se retrouve seul face à la réalité nue, sans les protections qu'on imaginait. La brisure, pour moi, a été la conscience que mon mari avait édifié une vie parallèle, et que silencieusement, il avait remplacé la présence de sa mère par une autre famille. La brisure, c'était de comprendre que j'avais été tenue à l'écart volontairement, non par maladresse, mais par volonté. Je suis restée longtemps sur ce banc, regardant la maison comme un visage dont je venais d'apprendre les traits cachés. Le soleil glissait lentement vers l'horizon. Les rires d'enfants s'estompaient. Je savais que mon retour à la ville ne serait pas simple. Je savais aussi que je ne pouvais pas rester là, immobile, avec cette vérité qui pesait. Il fallait transformer la douleur en action, mais l'action devait être légale, structurée. J'ai pensé au licenciado, à la police, à la délicatesse nécessaire pour protéger Bruno, tout en cherchant justice pour Doña Rosa. Quand je me suis levée, le carnet était encore dans ma tête. Ses lignes, ses listes, ses mots murmurés résonnaient. La clé était dans ma poche, mais ce qu'elle ouvrait maintenant était plus que des serrures. C'était la porte sur une vérité qui allait demander des comptes. Je suis remontée dans le bus, le regard vide, la main posée sur la clé comme on étreint une promesse fragile. Dans mon esprit, les prochaines étapes se dessinaient en contours flous.
Le licenciado Ramirez, les photocopies, les rendez-vous. Mais avant tout, il y avait le moment où je me sentais brisée, et où, précisément à cause de cette brisure, je ne pouvais plus me permettre de me taire. Je suis rentrée à la ville avec le carnet rond dans ma tête, la clé au fond de mon sac, et une fatigue qui ressemblait à une promesse silencieuse. Je ne resterai pas brisée sans tenter quelque chose. Le soir même, j'ai appelé le licenciado Ramirez. Sa voix, calme et précise, m'a donné l'impression d'être moins seule. Il n'a pas chuchoté d'illusions. Il m'a expliqué, sans jargon inutile, ce qui pouvait être fait et ce qui relèverait du travail long et sérieux des institutions. On ne peut pas se contenter de soupçons, m'a-t-il dit. Il faut des documents, des témoins et la prudence pour protéger les mineurs. Sa prudence m'a rassurée. J'ai senti que ma fragilité n'était pas une faiblesse, mais la matière première d'un dossier bien monté. Nous avons commencé par lister ce que j'avais. La clé, la description des photos, le carnet, que j'avais seulement lu sur place, sans l'emporter. Je n'avais pas voulu le prendre. J'ai tenu un petit inventaire de tout ce que j'avais vu, de la manière la plus factuelle possible. Le licenciado m'a aidé à transformer la mémoire en éléments utilisables, les dates approximatives, les noms entendus, les reçus observés posés sur la table. Il m'a conseillé de documenter tout ce que je pourrais vérifier, sans précipitation, sans mettre en danger Bruno ou provoquer une scène. Quelques jours plus tard, nous avons demandé à rencontrer Doña Teresa et un voisin qui avait semblé plus franc. Ils ont accepté de parler. Leur voix, dans le petit bureau du licenciado, était hésitante mais nette. Ils ont confirmé que la maison présentait un visage soigné depuis plusieurs mois et qu'ils avaient souvent vu du monde entrer, mais jamais d'événements publics, jamais de visite annoncée aux anciens amis de Doña Rosa. Ils ont parlé de détails banals, un camion de peinture, des visites d'un jeune homme qui portait toujours un carnet, des allées et venues à des heures inhabituelles. Ces mots, dits sans sensationnalisme, ont commencé à composer une toile. Le licenciado a préparé des requêtes formelles. Il a expliqué à voix basse combien il était important d'impliquer la police par les voies officielles pour garantir que les preuves soient recueillies et conservées correctement. Nous allons demander une autorisation d'accès pour inventorier la maison et recueillir des copies de documents, m'a-t-il dit. Nous ferons en sorte que ce soit fait avec discrétion pour protéger Bruno. Sa manière de prononcer ces phrases me donnait à la fois un sens du procédé et un soulagement. Il y avait une trajectoire légale et je n'étais pas seule pour la suivre. Le retour à Villa Esperanza, cette fois, n'était pas un voyage solitaire. J'étais accompagnée. Le licenciado était avec moi, sobre, professionnel, et un officier de police mandaté par l'autorité compétente. Je l'avoue, ma poitrine battait différemment. Ce n'était plus la peur d'être découverte. C'était la conscience qu'une vérité allait être mise au jour avec des témoins capables d'en l'attester. Je pensais à Doña Rosa, à ses mots murmurés. Je pensais aussi à Bruno et à ce que nous devions protéger. Nous avons demandé l'accès à la chambre et au dossier familial. L'officier a noté, avec méthode, l'état des lieux, pendant que je restais en retrait, regardant les mêmes murs qui m'avaient fait vaciller la première fois. Le carnet était toujours là, posé au même endroit. Cette fois, nous l'avons photographié et fait des copies sous l'œil impartial des autorités. Le licenciado a pris note de chaque page utile, s'est assuré que les annotations pharmaceutiques et les bouts de reçus seraient dûment consignés. Quand il m'a regardé, il n'a pas dit « je vous comprends ». Il m'a dit « nous allons le rendre utilisable ». C'était suffisant. Nous avons aussi trouvé des factures et des documents qui corroboraient l'idée d'une vie mise en scène, reçus de matériel, ordres de travaux payés à des prestataires, dont certains ont confirmé n'avoir jamais vu de demande de la part de la propriétaire. Un léger froissement de papier peut-être, mais là encore, une accumulation. Nous avons photographié, daté, catalogué. Rien d'extravagant, tout à la mesure d'un dossier sérieux. Quand Marcos a su que des autorités étaient sur place, il est venu rapidement, l'air d'un homme offensé qu'on ait touché son territoire plutôt que celui d'un homme coupable. Son visage, le même que j'avais appris à lire, a été une leçon sur la manière dont la vanité masque la responsabilité. Il a parlé avec hauteur, avec la conviction d'un homme qui croit que le monde finit toujours par tourner autour de l'image qu'il donne. Il a offert des explications vagues, il a parlé de gestion familiale, de difficultés et de malentendus. Le licenciado l'a écouté sans s'émouvoir et a demandé des justificatifs. Marcos n'en avait pas. Dans son regard, une inquiétude brève, presque imperceptible, trahissait la peur d'être pris à contre-pied. Pendant l'intervention, Vera est restée silencieuse. Elle a accompagné ses gestes d'une politesse distante, d'un sourire qui ne touchait que le bas des lèvres. Bruno est resté dans une pièce voisine, absorbé par un dessin. J'ai senti mon cœur se serrer pour lui.
La priorité du licenciado était d'éviter à l'enfant toute confrontation publique. Il a proposé que Bruno reste chez des membres de la communauté proche de la famille pendant que nous procédions aux formalités. On a veillé à ce qu'on ne le fasse pas paraître devant des caméras, qu'on ne l'expose à aucun commentaire. L'enfant devait rester enfant, loin des débats d'adultes. L'arrestation n'a pas été un spectacle. Elle a été discrète, comme le travail d'un mécanisme qui resserre ses pièces. Les agents, sur la base du dossier présenté, copie des pages importantes du carnet, témoignages de voisins, documents bancaires et reçus qui posaient interrogation, ont estimé qu'il y avait matière suffisante pour conduire une enquête plus approfondie et retenir Marcos pour des faits liés à la substitution et la falsification d'éléments de représentation de la réalité domestique. Je n'irai pas dans le détail des termes légaux, mais je me souviens de la sensation de vertige qui a suivi quand j'ai vu Marcos, menotter, marcher sans arrogance, comme on enlève un costume. Je n'ai pas ressenti une joie immédiate. L'arrestation avait un goût amer, presque clinique. La vraie victoire est venue plus tard, dans les mois qui ont suivi, au fur et à mesure que le dossier se consolidait et que nous présentions des preuves assorties de témoignages mesurés. J'ai dû m'habituer à la formalité du tribunal, à l'odeur de papeterie, au banc où l'on attend que la vérité se forme. Mener un procès n'est pas un acte dramatique. C'est une suite de rendez-vous précis, d'auditions et de confrontations qui, mises bout à bout, écrivent un récit public. Le procès a été une expérience qui ne ressemble ni à ce que l'on imagine dans la fiction, ni à un soulagement pur. C'était un processus sérieux. J'y suis allée chaque fois que le licenciado le jugeait nécessaire. Il m'a expliqué comment tout devait être présenté, la valeur probante des documents, la manière de témoigner sans émotion excessive pour garder la crédibilité, mais aussi sans froideur pour conserver l'humanité du récit. J'ai compris que ma vulnérabilité pouvait être une force si elle était docile au travail judiciaire. Il y a eu des moments où l'on m'a demandé de relire certains passages, non pas mot à mot, mais en paraphrase, en indiquant la teneur des notes de Doña Rosa, sa perte d'autonomie, ses médicaments substitués à son insu, la mention répétée d'un autre foyer qui s'installait. J'ai lu plusieurs extraits, avec la voix qui tremblait parfois et qui retrouvait sa détermination d'instant en instant. Ce fut douloureux de lire ce qu'elle avait écrit, mais en même temps c'était l'occasion de donner à ces mots la dignité d'un récit reconnu par la justice. Des témoins ont apporté leur voix. Doña Teresa a raconté comment la maison avait changé, comment des prestataires étaient venus sans que la propriétaire ne semble donner d'ordre. Un ancien infirmier, appelé sans sensationnalisme, a confirmé des visites irrégulières à domicile. Vera était appelée à la barre. Elle y est allée comme on se présente devant une fenêtre qui s'ouvre sur le regard d'autrui. Sa voix était basse. Elle n'a pas prononcé d'aveu tonitruant. Elle a dit qu'elle vivait avec Marcos, qu'elle ignorait certains détails administratifs, qu'elle pensait agir en bonne foi pour un enfant qu'elle aimait. Sa position a été ambiguë, exactement comme l'avait prédit le licenciado, ni complice évidente, ni victime totale. Son témoignage a pesé parce qu'il décrivait une normalité domestique qui cohabitait avec des pratiques administratives discutables. Marcos, quand il a parlé, a joué sa carte habituelle, minimisation, rhétorique du malentendu, la construction d'un récit où tout relevait d'erreurs de gestion plutôt que d'une volonté. Il a cherché à retourner la vulnérabilité contre moi, insinuant que je n'avais pas compris la situation complexe de sa famille. Mais les papiers ne mentent pas, et la constance des faits consignés dans le carnet de Doña Rosa apportait une cohérence que ses arguments ne pouvaient briser. Il y a eu des moments étrangement banals au tribunal, la pause café entre deux séances, le bruit sourd des pages qu'on tourne, des regards échangés avec des voisins qui m'applaudissaient silencieusement. Il y a eu aussi des moments de tension, des instants où la salle retenait son souffle et où l'on sentait que la parole pouvait basculer le sort des choses. Quand la juge a demandé des précisions sur certains reçus, le licenciado a exposé calmement ses findings, a relié les factures au transfert et aux paiements perçus pour des travaux inexistants. Il a fait le pont entre des détails administratifs et la dépossession silencieuse que j'avais ressentie. Le verdict a été prononcé après de longues délibérations. Le mot coupable ou responsable résonnait différemment selon la personne. Pour moi, il signifiait que la substitution de vie, la fragilisation d'une vieille femme pour créer un foyer au nom de quelqu'un d'autre ne resterait pas impunie. Pour Marcos, cela a signifié la perte d'une image et le début de conséquences tangibles. La justice n'a pas fait disparaître la douleur, elle en a établi la reconnaissance. La maison a été restituée à ce que la volonté de Doña Rosa indiquait, un lieu qui ne devait pas servir d'élément d'usurpation pour une autre vie privée. Les juges ont ordonné des mesures de réparation et la restitution du bien aux fins voulues. Marcos a écopé de la sanction prévue par la loi pour les actes retenus contre lui. Je n'énoncerai pas la longueur de la peine, ce n'est pas l'essentiel de mon récit. L'essentiel, c'est que ces actes ont eu des conséquences juridiques. L'après-procès, pourtant, n'a pas été seulement administratif. Le retour à Villa Esperanza a été un moment lourd d'émotions. La porte de la maison que j'avais connue, la chambre de Doña Rosa, les photos sur le mur. Tout semblait comme figé, attendant qu'on réécrive l'histoire de ces murs.
J'ai voulu que la maison ne reste pas un lieu de honte. Elle devait devenir ce qu'elle avait été, une maison avec des histoires, mais aussi un espace pour la communauté. Nous avons discuté avec le conseil local, avec des voisins, avec des personnes de bonne volonté pour imaginer une destination qui honorerait la mémoire de Doña Rosa. La décision de transformer Villa Esperanza en bibliothèque pour enfants est née de conversations simples. Ces écrits, si fragiles, évoquaient l'idée d'un foyer où l'on garde un peu de dignité et de savoir. Nous avons pensé aux enfants du village, à ceux qui n'avaient pas d'espace pour lire, à ceux pour qui la bibliothèque serait une fenêtre. La transformation a été un acte de réparation symbolique et concret. Rendre la maison à la communauté, réparer le tort en offrant un lieu de lumière plutôt que de dissimulation. Je me suis investie dans ce projet avec une énergie que je ne m'étais pas reconnue. Il y avait des moments où je me sentais encore brisée, et d'autres où je me sentais plus entière que jamais. Choisir de rester, de veiller sur ce qui avait été volé et de le rendre utile, m'a donné un sens nouveau. Les voisins ont participé, des bénévoles ont peint, des tables ont été apportées, des étagères construites, on a rangé des livres donnés par des écoles, on a installé des coussins sur le sol, dans une pièce qui, apparemment, était la chambre de Doña Rosa. Bruno venait parfois. Il n'était pas un objet de récit, il était un enfant qu'il fallait protéger. Ce n'était pas à moi de décider de son sort définitif publiquement. Nous avons veillé à ce qu'il ait un environnement stable, que ses besoins soient pris en compte. Vera a fait des choix compliqués. Elle a dû composer avec la vérité et avec la réalité d'un procès qui ne la rendait ni héroïne ni coupable absolue. Elle a accompagné certains travaux, timidement, a aidé à transporter des cartons. Ses gestes oscillaient entre la honte et la tendresse pour l'enfant. Je ne l'ai pas répudiée, la vie est rarement une ligne droite. Parfois, dans un coin de la bibliothèque, je l'ai surprise en train d'essuyer une étagère d'un geste trop rapide, comme pour cacher la trace qu'elle avait laissée. J'ai choisi, pour ma part, la résistance douce. On ne reconstruit pas toujours en effaçant les gens, mais parfois en transformant les circonstances. Il y a eu aussi des gestes symboliques que j'ai tenus pour moi. J'ai brûlé, dans un petit feu discret et sans cérémonie excessive, des photos de Marcos que j'avais gardées depuis avant de comprendre. Ce n'était pas une revanche, c'était un acte privé de clôture. Je ne voulais pas que la bibliothèque s'installe sur le ressentiment. Je voulais qu'elle soit un lieu de mémoire pour tous et non un sanctuaire de rancœur. J'ai cueilli, pour la bibliothèque, quelques objets que Doña Rosa aimait, une petite lampe, une nappe, des coussins, que j'ai lavés et remis en place. La transformation n'a pas effacé la brisure initiale, mais elle a créé un espace où la brisure pouvait être accueillie et pensée. La communauté a répondu avec solidarité. Des enfants ont franchi le seuil avec des yeux émerveillés, des voisins ont animé des lectures, des professeurs locaux ont apporté des livres scolaires. La bibliothèque est devenue un espace d'apprentissage et de jeu, un lieu où la voix de Doña Rosa pouvait résonner autrement. Ces notes, qu'on a numérisées et mises à disposition d'un comité de lecture, ont servi d'exemple pour des ateliers sur la dignité des personnes âgées et sur la vigilance citoyenne. Nous avons organisé des sessions pour parler des droits des aînés, de la nécessité d'interroger les signes subtils de dépossession. Ces actions n'ont pas rendu pour autant l'intimité perdue, mais elles ont offert une réparation sociale. Pour moi, la restauration a été à la fois externe et intérieure. Il y a eu des journées où je pleurais en rangeant des livres, il y a eu d'autres où je riais avec les enfants. J'ai appris à accepter que la cicatrice reste visible, tout comme une couture sur une peau. Mais la cicatrice n'interdit pas de courir, elle parle d'un passé traversé. J'ai réappris à faire confiance, pas aveuglément, mais de façon nuancée. J'ai su m'entourer de personnes qui m'écoutent et qui questionnent sans juger. Il y a eu des nuits où je revoyais la clé dans ma main, la sensation de tourner la serrure, le silence de la chambre de Doña Rosa. Ces images reviennent parfois, comme de vieilles reliques, mais elles ne me paralysent plus. Elles m'ont demandé un prix, le prix d'un regard lucide sur une relation qui avait été construite avec des angles d'ombre. J'ai accepté de regarder ces ombres pour les nommer. Les mois ont formé un rythme nouveau. J'allais à la bibliothèque, je vérifiais que les étagères tenaient, j'organisais des heures de lecture. J'ai parlé dans des réunions de quartier, souvent en première personne, en racontant ce que j'avais vécu sans chercher à faire de chaque parole un sermon. Les gens venaient, prenaient des livres, s'asseyaient. Bruno, parfois, lisait, les yeux largement ouverts, et je pensais aux petits gestes qui fabriquent une enfance. Le processus de réparation n'a pas effacé la complexité des relations. Il y a des cœurs qui restaient partagés, des gestes qui nécessitent du temps pour être compris. Vera est restée dans le village, mais elle a pris ses distances. Par moments, elle venait aider, par moments, elle préférait rester éloignée. J'ai choisi de la traiter comme une personne faillible. Ni diabolisation, ni pardon inconditionnel, mais la compréhension que l'humain est souvent fait d'ombre et de lumière. La justice avait fait son travail de punition et de réparation. La communauté devait désormais choisir ce qu'elle voulait faire de l'après. Un jour,
Une petite fille m'a demandé pourquoi j'avais transformé la maison en bibliothèque. Sa question, innocente et précise, m'a fait réaliser combien je voulais que ce lieu soit ouvert, accessible, que la mémoire de Donia Rosa serve à quelque chose de vivant. Je lui ai répondu simplement, parce qu'ici, les histoires doivent rester, et ceux qui n'ont pas de voix doivent en trouver une. Elle a souri, et j'ai senti que le geste prenait sens. Je ne peux pas affirmer que je n'ai plus jamais eu de doute, ni que la peur n'a plus jamais pointé son nez. Parfois, la nuit, je me rappelle des mois de silence imposé, des refus polis, des « la maison est en réforme » qui avaient été autant de verrous. Mais je sais maintenant que briser n'est pas un état définitif. C'est un point de départ, une fracture qui, si on la traite, permet une autre forme de solidité. La réparation, pour moi, n'a pas été un retour à l'ignorance, elle a été une reconstruction avec de nouvelles pierres. Quand je raconte cela aujourd'hui, ce n'est pas pour célébrer une victoire personnelle comme si la justice était un trophée, c'est pour dire que la vérité a des effets concrets, même quand elle arrive tard. C'est pour rappeler que l'isolation imposée à une personne, qu'on la justifie par des travaux, par une prétendue fragilité, par des soins mal interprétés, peut être une stratégie de dépossession. Et que la reconnaissance de cette stratégie est le premier pas pour réparer. Je ne veux pas non plus que mon histoire soit un modèle unique. Chaque situation a ses spécificités. Mais il y a des signes que l'on peut apprendre à lire, des absences, des décisions prises sans la participation de la personne concernée, des substitutions de rôle. Les mots les plus doux peuvent souvent cacher des volontés dominantes. Ma seule intention en parlant est d'offrir une prudence partagée, non pas pour susciter la peur, mais pour encourager l'attention. Aujourd'hui, la bibliothèque de Villa Esperanza est un espace vivant. On y apporte des livres, des histoires, on y organise des lectures pour les aînés, des ateliers pour enfants, des rencontres sur les droits et la dignité. Parfois, je m'assieds dans un coin et j'observe. Une femme tisse, un garçon feuillette un atlas, quelqu'un rit d'une anecdote lui à voix haute. Ces instants réparent l'idée que la maison avait été transformée pour une autre famille, et elle redevient un bien collectif. Quant à moi, je vis avec la certitude que la brisure n'a pas seulement servi à me détruire, elle m'a aussi donné l'occasion de me choisir autrement. J'ai appris à reconnaître mes limites et à demander du soutien. J'ai adopté la patience comme une manière de travailler les choses. J'ai accepté que la colère soit utile si elle est canalisée vers des actes concrets. J'ai choisi surtout de rester humaine, avec mes faiblesses et mes forces. Avant de clore ce récit, je veux revenir à la question la plus simple et la plus difficile. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Je ne pose pas cette question pour juger ni pour conseiller. Je la pose parce que, parfois, le partage d'une expérience sert à réveiller la conscience. Peut-être, en l'entendant, quelqu'un se dira qu'il doit regarder différemment une situation qui lui semble familière. Peut-être que d'autres y trouveront un écho, un soutien pour parler. Et peut-être que certains y verront un exemple de la manière dont la justice, lentement mais sûrement, peut remettre les choses en ordre. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un que vous connaissez, partagez-la. Et dites-moi, que feriez-vous à ma place ? Abonnez-vous pour d'autres récits où la vérité et la dignité finissent par se retrouver. Merci d'avoir écouté.